Salut à toutes et à tous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver sur notre chaîne pour cette autre édition de votre programme, l'interview. Merci d'être abonné et surtout, merci d'être au rendez-vous. Cette fois, nous recevons une femme politique, Nicole Fortier-Lévesque est l'ancienne mairesse de Moncton, c'est au nord-est du Canada, dans l'Ontario. Elle est également candidate à l'investiture pour le poste de député fédéral, une élection qui aura lieu en novembre prochain. Mais davantage, c'est la présidente sortante de l'Association française des municipalités de l'Ontario que nous recevons, Nicole Fortier-Lévesque. Merci de nous rendre visite. Ben merci. Vous venez de très loin pour nous retrouver ici. Merci. Ça me fait plaisir. Eh bien, vous êtes la présidente de l'Association française des municipalités de l'Ontario. J'allais dire la présidente sortante. Et vous sortez d'une très grosse activité. C'était le congrès annuel de l'AFMO, Oui. à laquelle nous avons eu l'opportunité de prendre part. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment est-ce que ce congrès s'est déroulé en 3 jours, me semble-t-il? C'était du 26 au 28 avril dernier. Septembre, pardon, oui. À Clarence, Rockland. C'est ça. Comment est-ce que ça se déroulait? Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, je peux en dire un mot, certainement. Donc, on a commencé le 26, qui était le jeudi, par un tournoi de golf, le tournoi de golf du maire de Clarence Rockland, organisé par Clarence Rockland également. Donc, on a eu quand même plus d'une centaine de participantes et de participants au tournoi de golf. Ensuite, tous des maires? Pardon? Tous des maires? Des maires et des élus municipaux, ainsi que des cadres municipaux. Okay. Oui. Et puis ça s'est très bien déroulé. En soirée, on a eu des discours, on a eu des reconnaissances également. Donc, ça a été pas mal, je dirais, informel quand même. Mais ça a été très bien, je crois. C'était un rendez-vous annuel, le congrès de l'AFMO? C'est un congrès annuel, exactement. Annuel, voilà. Et puis ça se déroule toujours à la fin septembre. Parlez-nous de cette association, l'Association française des municipalités de l'Ontario. C'est quand même curieux. Ontario, c'est une province anglo-saxonne, anglophone. Et comment se fait-il qu'on en arrive à avoir une association française des municipalités de l'Ontario? C'est parce qu'on a quand même beaucoup de francophones en Ontario. On en a dans toutes les municipalités. Et c'est donc pour cette raison-là que l'on devrait être membre, toutes les municipalités devraient être membres de l'AFMO, parce que l'AFMO est là pour appuyer les municipalités. Donc, si les gens deviennent membres, si les municipalités deviennent membres, à ce moment-là, on peut offrir un meilleur service l'AFMO, aux municipalités. Qu'est-ce que l'AFMO donne? Quand vous dites appuyer les municipalités, qu'est-ce que l'AFMO leur donne? Donc, par exemple, appuyer les municipalités pour s'assurer d'offrir des services en français, que ce soit à la population ou encore aux élus et même aux cadres municipaux, parce qu'il y a quand même plusieurs cadres municipaux qui sont francophones. Et donc, c'est d'offrir des formations en français et de s'assurer également d'offrir des formations, des ateliers pour assurer la parité, la diversité et l'inclusion. D'où est-ce que ça vient, l'idée d'une association pour appuyer à la formation française? C'est le gouvernement fédéral qui vous a inspiré, qui vous a donné l'idée, qui a tout organisé? Ou est-ce que ça vient des maires? Oui, ça vient des maires, justement. Ça vient de Gisèle Lalonde. C'est Gisèle Lalonde qui est la fondatrice de l'Association francophone des municipalités de l'Ontario. Ça a commencé avec elle. Et puis, il y a eu un groupe de personnes qui se sont joints à elle, justement, pour fonder cette association-là en 1989. Donc, c'est comme ça que ça a tout commencé. Parce que Gisèle Lalonde a toujours été une visionnaire. Elle était maire, la première femme à être maire de Vanier, à Ottawa. Donc, et puis,
elle a toujours vu loin. C'est une femme extraordinaire. Puis c'est grâce à elle, aujourd'hui, qu'on a encore l'Association francophone des municipalités de l'Ontario. Et vous avez été présidente entre 2018 et 2022. Et pour ce congrès, on vous a vu à l'œuvre quand même. C'était un remplacement de Michèle Boileau, qui est l'actuelle présidente. Oui, et qui est maire également de Timmins, dans la région du Nord-Est également. On a entendu beaucoup parler de la langue française. Oui. Est-ce que vous pensez, vous estimez que la langue française a un souci dans l'Ontario? Malheureusement, je dois admettre que, oui, on fait face à une assimilation des francophones puis qui prend des allures alarmantes. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret de ce qu'on vient de vivre dans notre région. Donc, c'est tout récemment à Greenstone, le conseil municipal a adopté une nouvelle politique pour retirer le drapeau franco-ontarien. Et puis, ce drapeau-là, c'est un symbole de résistance, comme de raison, puis il flottait à l'hôtel de ville depuis plus de 50 ans, là, depuis près de 50 ans. Le drapeau franco-ontarien. Oui, le drapeau franco-ontarien. Donc, la communauté francophone, là, s'est battue justement pour infirmer cette décision-là qui était censée montrer l'égalité et la réconciliation avec les Premières Nations de la région. Mais tu sais, je pense qu'il y a d'autres façons de procéder que de tout simplement retirer le drapeau franco-ontarien. Et puis, selon Statistique Canada, il y avait plus de 6,1% de la population qui était francophone en 1971. Et en 2021, cette population-là a diminué et on a maintenant 3,5% de francophones au Canada, hors Québec. Donc, ça a diminué quand même considérablement. Autrement dit, le français est en danger. Oui. La langue française. Il faut rendre le français plus accessible pour ce qui touche aux services, par exemple, puis il faut en faire une meilleure promotion par l'enseignement. Donc, ça commence dans les écoles. Ça commence à la maison aussi. Donc, il va falloir doubler d'efforts pour promouvoir davantage le français et de faire en sorte que les jeunes soient intéressés à l'apprendre. Oui. Et on a vu, justement, pendant le congrès de l'AFMO, que la problématique est revenue sur la table à plusieurs reprises. Le Premier ministre québécois, M. Legault, lors d'une conférence de presse, avait déjà signifié que la langue française était en danger dans le Québec. Donc, on comprend qu'elle est encore beaucoup plus dans l'Ontario. Ah, mais c'est sûr. Alors, vous êtes une candidate à l'investiture aux prochaines élections parlementaires au fédéral. Oui. Est-ce que vous avez prévu des actions? Est-ce que c'est une problématique qui vous concerne en tant que candidate? Oui, parce que depuis mon enfance, là, moi, j'ai toujours été une personne sensible au bien-être des autres, puis et à leur épanouissement. C'est pour cette raison-là que, au fond, je suis allée en enseignement. Donc, je suis encore dans le domaine de l'éducation à cause de la pénurie d'enseignants. Oui. Mais lorsque je me suis retirée en 2019, ça faisait plus de 31 ans que j'œuvrais en éducation. Et puis, j'ai toujours cru que mon but là, dans la vie était d'être au service des gens. C'est ça qui m'a motivée à me présenter en politique, au fond. Pour moi, c'est important de m'engager pour faire une différence dans la société pour avoir un impact positif. On doit défendre les intérêts des gens pour bâtir une société plus juste pour tout le monde. Surtout la classe moyenne et les moins favorisés, puisque ce sont ces personnes qui font rouler l'économie. La politique doit être au service des gens, puis gouverner, là, c'est d'améliorer le sort de ses citoyennes et de ses citoyens. Puis une petite expression en passant, on doit arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis et de commencer à gouverner. C'est ça qu'il faut faire pour faire une différence. Et donc, pour les enjeux, tu voulais que je te parle de quels enjeux? Les enjeux, par exemple, de la langue française, est-ce que ça vous concerne, ça vous interpelle, la langue française? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Dans votre circonscription, vous serez candidate pour Kapuskasing,
Timmins et Mushkegong. Oui. Ce sont ces trois circonscriptions. C'est une C'est circonscription une circonscription de trois. qui englobe ces trois régions-là. Tout à fait. Oui. Donc, ces trois régions, quand même, qui devraient pouvoir choisir entre vous et votre adversaire. Oui. Est-ce que dans cette région, dans votre région, est-ce que la langue française constitue une problématique? Non. C'est une région C'est une région qui est très francophone. Ah oui. Très francophone. Donc, c'est extrêmement important, justement, qu'on ait quelqu'un qui puisse s'exprimer aussi bien en français qu'en anglais. Comme vous, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. On aurait même pu faire cette interview en anglais, que ça aurait été aussi facile pour vous. Parce que vous êtes très bilingue. J'ai eu l'opportunité à Clarence Rockland de vous côtoyer un peu. Eh bien, Mais je suis plus à l'aise en français, c'est sûr, mais oui, j'ai des entrevues en anglais, puis ça se déroule extrêmement bien. C'est juste que moi, là, je suis une francophone convaincue, puis c'est dans mes tripes, comme on pourrait dire. Là. Mais parmi vos problématiques en dehors du français, vous mettez un accent sur le logement. Est-ce qu'il y a une crise de logement dans votre circonscription? Ah oui, il y a une crise de logement partout au Canada, au fond. Puis je pense que c'est très important de s'assurer de répondre à ce besoin-là qui est essentiel pour les Canadiennes et les Canadiens. Et je vais parler plus particulièrement pour ma région à moi. Comment est-ce qu'elle se caractérise dans votre région, cette crise de logement? Et je vais te dire, ça va toucher à d'autres enjeux, ce que je vais dire. Oui, allez-y. Hein, parce que on parle de main-d'œuvre, on parle d'immigration, parce qu'on parle de francophonie en même temps. Donc, pour s'assurer justement que la francophonie soit bel et bien vivante en Ontario, au Canada, partout, il va falloir faire venir des francophones. Donc, on en fait venir des francophones, par exemple, de l'Afrique. OK? Puis d'ailleurs aussi, là, de l'Haïti. En tout cas, je vais parler pour l'Afrique parce que chez nous, on reçoit beaucoup d'étudiants qui viennent étudier à l'université de Hearst, à Kapuskasing, et puis qui nous arrivent de l'Afrique. L'Afrique francophone? Oui, francophone. En majorité? Oui. Ce ne sont que des francophones que l'on reçoit. Bon, ben là, on les accepte chez nous. On leur donne du travail aussi. C'est pas seulement qu'aux étudiants, mais on fait venir de la main-d'œuvre de l'Afrique. Et puis, ces personnes-là arrivent chez nous, ils n'ont pas de logement. Il n'y a pas d'endroit où ils peuvent se loger. Parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Donc, il va falloir justement que le gouvernement se penche sur cette problématique-là et que l'on construise des maisons abordables, des logis abordables non seulement pour les immigrants et immigrants qui nous arrivent, mais pour tout le monde. Parce que c'est un cercle vicieux. Étant donné qu'on n'a pas de logement pour ces personnes-là, on n'a pas de logement non plus pour les personnes à la retraite ou les aînés qui voudraient vendre leur maison. Est-ce que vous savez quelle est la cause de cette pénurie de logement? Bien, c'est parce qu'on a de plus en plus d'immigrants qui arrivent. Et c'est pas seulement que les immigrants, mais la population est vieillissante dans notre région. Puis les gens vivent. Et la politique du logement ne s'adapte pas aux non, nouvelles réalités. la politique du logement ne s'adapte pas du tout. Parce que je prends l'exemple de Moonbeam, quand j'étais maire de Moonbeam. Donc, ce qui arrivait, c'est qu'on avait des aînés qui étaient prêts à vendre leur maison, mais ils voulaient rester à Moonbeam. Parce qu'il n'y avait pas de logement pour eux, ben ils ne vendent pas leur maison. Ce qui veut dire que on peut pas accueillir des nouvelles familles. Et puis, parce qu'on n'a pas de logement, ben ces gens-là doivent déménager à l'extérieur. Donc, ils vont s'en aller à Kapuskasing, qui est à 21 km à l'ouest de Moonbeam, mais eux autres, leur préférence, ce serait de rester chez eux. Mais parce qu'il n'y a pas de logement, ils ne peuvent pas. Mais même à Kapuskasing, c'est un problème, le logement, là. Tu sais, là, je parle de Moonbeam parce que je l'ai vécu peut-être un peu plus de façon concrète, si on veut dire. Mais il faut absolument qu'on se concentre sur le logement abordable pour toutes et tous.
Il n'y a pas de raison pourquoi quelqu'un ne peut pas se procurer un logement aujourd'hui, là. Donc, parce qu'il y en a des sous pour construire des logements. Mais on dirait que les gens qui viennent du Nord, comme nous, souvent, on se sent comme si on était négligé. On est oublié. Négligé par qui? Par le Par le pouvoir gouvernement. central? Oui. Par le fédéral? Provincial aussi. Oui. Oui, D'abord provincial. par le gouvernement provincial. Oui, Et d'abord. ensuite par le gouvernement fédéral. Oui. Mais c'est parce que C'est du ça prend des sous du financement du provincial, mais le provincial va chercher des sous du fédéral. Alors, ça veut dire que là, Donc, c'est un... là, vous faites un plaidoyer là pour que le gouvernement fédéral, provincial, se penche un tout petit peu sur votre circonscription, sur Montbine, par exemple. Absolument. Sur toute notre circonscription. Quand je parle de... je parle pas juste de Moonbeam, là, je parle de toute la région en partant de Carlstock jusqu'à Virginia Town, qui est à l'est de Kirkland Lake, et aussi jusqu'au Grand Nord, là. Tu sais, on parle de Tawapiscat, on parle de la baie James, là. Ah, ça, c'est près de cette frontière-là. Ça, c'est pour ce qui est de logement. Oui, du logement. Et eux aussi ont besoin de logement. Les Premières Nations dans cette région-là, dans la région de Mushkegowuk, là, eux autres aussi ont besoin de logement. Même, je vais aller plus loin que ça, parce que je parle de cette région-là, mais on prend toujours pour acquis, nous, qu'on a de l'eau potable à tous les jours. Mais eux, là, ils n'ont pas accès à de l'eau potable. Vous parlez des populations autochtones. Oui, dans la région, des populations autochtones dans la région Elles du représentent Grand quel Nord. pourcentage? Oh, Sont-elles majoritaires, minoritaires? Ben, c'est minoritaire, c'est sûr, mais quand même, ils sont là. Il faut s'en occuper. Il faut s'assurer de leur offrir ces services essentiels-là. On devrait vraiment, en 2024, là, on ne devrait pas rencontrer ce problème-là. Ça ne devrait pas être un enjeu aujourd'hui, L'eau potable. ça. L'eau potable, oui, exactement. Et le logement. Et le logement aussi. Mais pour eux, c'est la même chose. Vous parlez aussi d'emploi, vous parlez de l'immigration comme étant... Pour vous, l'immigration serait une solution à ça, lorsqu'on sait qu'en face de vous, au Québec, le Premier ministre, lui, il veut faire passer une loi pour réduire l'immigration, parce qu'il y en a un peu trop. Chez vous, vous pensez que l'immigration pourrait être une solution à tous ces problèmes? Bien, problème d'emploi, parce que vous en parlez aussi. Quand on parle d'immigration francophone, c'est qu'on veut s'assurer que la langue française demeure tout le temps, qu'elle demeure toujours vivante. Et puis, si on veut s'assurer de ça, à un moment donné, s'il n'y en a pas de francophones qui veulent venir chez nous, il va falloir qu'on en fasse venir d'ailleurs. Parce qu'en Ontario, avec le nombre de francophones que l'on a en ce moment, on parle d'assimilation. Il y a une raison pourquoi on est assimilé. L'Ontario, selon vous, a besoin de francophones. Ben, l'Ontario, a besoin de faire venir des francophones. Pas seulement que l'Ontario, là. L'Ontario, parce que moi, je demeure là, mais écoutez, il faut tenir compte que ce problème-là est général au travers le Canada. Ce n'est pas seulement en Ontario. Là, je parle pour l'Ontario. Parce que c'est chez nous, comme de raison. Puis, je sais à quel point ça nous affecte. Mais ça nous affecte partout au Canada. Donc, si on veut s'assurer que la langue française demeure, on a un devoir à faire envers ça, là. Alors, l'immigration, pour vous, serait une solution pour... ça pourrait être une solution, pour la protection de la langue française. Ça pourrait être une solution, oui, absolument. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques? Vous avez parlé des autochtones. Est-ce que de plus en plus, les autochtones ne se sentent pas mal à l'aise du fait de cette ruée d'immigrants sur le sol canadien? Vous qui semblez protéger les autochtones? Oui, je ne vois pas de quelle façon ça pourrait les affecter. Parce que vraiment, on conserve quand même, on s'assure de répondre aux besoins des Autochtones.
Donc, je vois pas de quelle façon ça pourrait les affecter. Non. Donc, ce n'est en aucun cas un risque. Il n'y a que Moi, je d'avantages. ne vois pas de risque, je vois des avantages, justement. Parce qu'au fond, je vais vous dire quelque chose. On est tous des immigrantes et des immigrants. Hein? On n'a pas toujours été ici, là. Le Canada, ce n'est pas un pays qui est si vieux que ça. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, là, tout le monde, hein, il y a eu les premiers colons qui sont arrivés, là. Mais on est tous des immigrantes et des immigrants, là. Puis, il faut accepter, justement, le fait qu'on a besoin de ces personnes-là pour assurer une main-d'œuvre qui va répondre aux besoins de notre population au Canada. Monique, j'allais dire Nicole, pardonnez-moi, Nicole Fortier-Lévesque. Je l'ai dit tantôt, vous avez été mairesse de Montbine Oui. Entre 2018 et 2022. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre séjour à la tête de cette municipalité? Oui. Qu'est-ce que vous avez laissé à Montbine en 4 ans? C'est plus en 8 ans, par exemple, mais en 4 ans au poste de maire, oui. Donc, pourquoi en 8 ans? Vous êtes mairesse entre 2018 et 2022. Mais j'ai été conseillère municipale avant ça aussi. Ah oui. Donc, alors, pour prétendre quand même aux députations, oui. Pour prétendre à être parlementaire, on vous posera certainement la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait en tant que maire. Je peux être fière d'une chose certaine. C'est que j'ai réussi à avoir la parité au sein du conseil municipal et l'équité au sein du personnel. Parce que même en 2022, on a réussi à avoir ça en 2022, juste avant que je quitte, puis j'en suis extrêmement fière. Même en 2022, le salaire de notre administratrice était très inférieur au salaire d'un administrateur qui faisait le même travail. Donc, j'ai réussi à aller chercher ça. Je me suis battue longtemps, mais j'ai réussi à aller chercher ça. Et puis, au sein du conseil municipal, on a réussi à obtenir la parité. Les femmes, on avait plus de femmes que d'hommes au sein du conseil municipal, qui est quand même assez rare. Donc ça, j'en suis très, très fière. Ensuite, on a réussi à aller chercher des subventions, comme de raison, mais une qui est assez importante quand même, c'était une subvention pour faire un toit sur la patinoire, refaire la patinoire et le terrain de tennis. Parce que Moonbeam, c'est une petite municipalité qui est très touristique. On a de tout à Moonbeam. On a un terrain de golf, on a un terrain de tennis, on a la patinoire, on a un sentier de nature, on a une épicerie, on a la caisse Alliance qui est là aussi, on a un LCBO, on a l'église, on a l'école, on a aussi 5 terrains de camping et plusieurs lacs. Puis moi, je vis sur... C'est un lac qui est quand même assez populaire dans notre région. C'est le lac Rémy, qui est à peu près à 12 kilomètres au nord du village de Moonbeam. Il y a presque 500 chalets et maisons autour du lac Rémy. Ensuite, on a le lac Bonneux, où il y en a quand même, je dirais, une quinzaine. Et on a le lac Charette, qui est au sud de Moonbeam, où il y en a quand même... près de 100, là, si on compte la région du sud, là, pas seulement que le lac, mais ce qui veut dire qu'il y a plus de maisons et chalets à l'extérieur du village qu'il y en a dans le village. Donc, c'est quand même très important. Puis, on a 5 terrains de camping. Puis, les terrains de camping sont pleins l'été. Donc, la population à Moonbeam, elle est de 1231. Mais pendant la saison estivale, là, entre le mois de mai et le mois d'octobre, on a environ 4000 personnes qui sont là. 4000 visiteurs. Les visiteurs, les touristes. Les touristes, exactement. Ça veut dire que vous tirez la majeure partie de vos ressources du tourisme de la ville. Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Alors, vous pouvez très intéressant. vous pouvez vanter aujourd'hui d'un bon bilan
Oui, oui, Euh, puis il y a plus que ça aussi, là. Mais donc, je pourrais également ajouter à ça, il y a quand même plusieurs choses, je vais pas rien oublier. Mais on a aussi, pendant que j'étais là, j'ai travaillé très fort pour développer. On a une rue qui est nouvelle, qui est pas si nouvelle que ça quand même, là, mais qui n'a pas jamais été développée complètement. Et puis, j'ai travaillé très fort sur ce projet-là pour qu'on apporte les services d'eau et d'égout. Et ça va se concrétiser bientôt, j'ose espérer. Ensuite, je parlais tout à l'heure, j'en ai parlé de la construction de quadruplex, par exemple, pour les aînés, pour leur permettre de rester à Moonbeam et d'attirer des nouvelles familles. OK? Parce que là, on parle de mon terme à titre de maire de Moonbeam. Et un autre projet sur lequel on travaille encore aujourd'hui et où je siège au CA, c'est la coop, c'est l'épicerie coop à Moonbeam. Donc, on a créé un partenariat avec l'épicerie coop pour garder notre épicerie ouverte. Parce que ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont accès à ce service-là. Puis nous, on veut vraiment la garder. Donc, on est en train de créer un partenariat pour voir comment on pourrait leur venir en aide. Eh bien, Nicole Fortier-Levesque, vous allez vous présenter aux députations fédérales pour le compte de votre parti, qui est le nouveau Parti démocratique. Oui. Et dans les prochains jours, là, vous irez aux élections primaires, on va dire ça ainsi. C'est l'investiture. L'investiture. Oui. Ça veut dire que vous devrez d'abord être choisi par vos pairs. C'est par... Comment ça se passe exactement? Oui. Donc, comment ça se passe? C'est pour être en mesure de choisir qui sera la candidate ou le candidat qui va... C'est au sein de votre parti. Quel est le process? Au sein du parti, dans notre circonscription, eh bien, les gens doivent être membres du parti. Okay. Et puis, pendant le dernier mois, j'ai travaillé beaucoup justement à recruter des nouveaux membres qui vont être en mesure de voter le 23 novembre prochain. Ils avaient jusqu'au 8 octobre pour devenir membre du parti parce que il faut devenir membre au moins 45 jours avant l'investiture. Donc, pour être sécuritaire de ce côté-là, on avait donné jusqu'au 8 octobre. Et puis, ça a très, très bien été. On a réussi à recruter quand même beaucoup de membres. Et puis, ça va se décider le 23 novembre, justement. Donc, soit du 23 novembre, nous saurons si vous êtes la candidate du nouveau Parti démocratique pour l'élection des députés fédéraux. Ça va se passer le 23 novembre, mais les gens vont avoir 24 heures pour voter. Donc, ce qui veut dire qu'on ne le saura pas avant le 24. Ce sera certainement au soir du 24. C'est ça, exactement. Bon, nous souhaitons une très bonne chance pour cette élection primaire, cette investiture. Mais nous n'avons pas encore fini avec notre entretien. On va revenir un peu sur votre parcours en tant qu'éducatrice. Oui. Lors de j'allais dire, à la rentrée scolaire 2024, il y a un sujet qui a défrayé la chronique, notamment en Ontario, c'est le port des téléphones portables dans les salles de classe. Vous avez été au courant de ça? Oui. Est-ce que c'était une problématique pour poser sur la table des experts de l'éducation dans votre circonscription? Eh bien, nous, je sais que dans le conseil où je travaille comme suppléante, parce qu'il manque beaucoup d'enseignants, comme je disais tantôt, avec la pénurie d'enseignants, ça m'arrive de faire de la suppléance de temps à autre. Mais dans notre conseil, ça a toujours été interdit le téléphone dans les salles de classe. Donc, les élèves, en entrant, déposent leur téléphone. Il y a ils ont chacun une pochette. Là. Il y a une pochette. Et puis, il y a des petites pochettes. C'est sur le mur, puis ils déposent leur téléphone dans une de ces pochettes-là. Et puis, à moins qu'ils en aient vraiment besoin, comme par exemple, si c'est pour travailler sur un projet, bien là, on va leur permettre. Mais sinon, ils ne peuvent pas avoir accès à leur téléphone.
parce qu'on sait que même si on ne veut pas qu'ils s'en servent, si on leur laisse, ça apporte beaucoup de distractions et puis ils vont s'en servir pour envoyer des messages à leurs amis ou peu importe. Vous avez quand même plus de 31 ans dans l'éducation. Oui. Avec, en 2024 aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'éducation au Canada? Est-ce que vous pensez qu'il y a une progression dans la qualité de l'éducation des Canadiens ou bien il y a une régression selon vous? Quel état des lieux faites-vous? Vous qui êtes proche, n'est-ce pas, des premiers bénéficiaires de l'éducation, qui sont les enfants, et même très proche de la problématique de la femme aussi. On en parlera tout à l'heure. Je dois admettre tout de suite en partant qu'étant donné qu'il y a une pénurie d'enseignantes et d'enseignants, mais c'est sûr que ça va affecter la qualité. Parce que souvent, on va aller chercher des enseignantes et des enseignants non qualifiés pour enseigner. Mais si je parle des enseignantes et des enseignants qualifiés qui enseignent, c'est sûr que il y a une progression. Oui. Puis, ce que je remarque aussi, c'est vraiment incroyable comment les enseignantes et les enseignants s'adaptent à la nouvelle génération pour faire en sorte de les motiver. Hein? On a beaucoup accès à l'électronique aujourd'hui. Puis on va s'en servir. Mais je pense que c'est bon de s'en servir. Ça a quand même sa place. Mais il ne faut pas que ce soit que ça. Donc, l'enseignement doit encore se faire comme dans le bon vieux temps. Ce n'est pas parce que pendant la pandémie, on a fait de l'enseignement virtuel que ça devrait rester de l'enseignement virtuel. Vous avez un problème avec l'enseignement virtuel? Oui. Quel est le problème que ça pose? Bien, premièrement, c'est impersonnel. Puis peu importe, on parle de l'enseignement, mais à n'importe quel niveau. Mais vous avez quand même de chaque bout des personnes. C'est-à-dire, vous avez un enseignant et un élève. Oui, mais l'ambiance, c'est différent, l'ambiance quand même, là. Hein, faut pas se le cacher. Donc, les élèves ne sont pas toujours aussi attentifs quand c'est virtuel. Quand on les a devant nous, il y a cette interaction-là qui se fait, qui ne se fait pas quand c'est virtuel. Mais ce que je tiens à dire, c'est que il reste que l'électronique, ça a sa place. Mais faut savoir bien s'en servir. Donc, pour moi, je peux pas... Est-ce que l'enseignement, elle est mieux qu'avant? Ben moi, je dirais oui, parce qu'on progresse toujours. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas entrer dans ce piège-là. Parce que les élèves, il y a beaucoup d'élèves aussi qui ont des troubles d'apprentissage. Ben, il faut tenir compte de ça lorsqu'on enseigne. Comment est-ce qu'on peut leur venir en aide? C'est perceptible que quand on est au contact. Ben oui, c'est ça. Selon vous. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, il faut... Comment est-ce qu'on peut ajuster notre enseignement quand on n'est pas devant la personne qui a ces troubles d'apprentissage-là? C'est difficile, là. On va les perdre. Puis, il va y avoir de moins en moins d'élèves qui vont finir avec leur 12e année. Est-ce qu'il y va de l'enseignement au cycle primaire, secondaire, universitaire? Tout ce que vous dites là, comme tout ce que vous démontrez comme difficulté, ça touche tous ces secteurs de l'enseignement? Ça touche tous les secteurs de l'enseignement. C'est sûr que quand on est rendu à l'université, on est beaucoup plus autonome. Mais je ne voudrais pas... Moi, je sais, je l'ai fait à mon université. Et puis, je n'aurais pas voulu que ça se fasse simplement en ligne ou virtuellement. Parce que moi, j'ai besoin de ce contact-là. Puis je me dis, si moi, j'ai besoin de ce contact-là, d'être en personne, je ne suis pas la seule comme ça. Parce que l'être humain est fait pour vivre avec les autres personnes et non seul. Vous avez, Nicole, milité pour la protection des intérêts des femmes. Oui. On vous a vu très proche de la problématique de la femme. Oui. Ça vous fait d'ailleurs sourire quand j'en parle. Oui. Est-ce que la femme canadienne est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui de la femme canadienne? Est-ce que l'épanouissement de la femme canadienne aujourd'hui, en 2024,
pose problème et quel est le problème selon vous? Ben, je vais vous dire, je l'ai vécu, là où je l'ai vécu le plus, c'était en politique municipale. Puis, ça ne m'empêche pas de vouloir aller plus loin. Qu'est-ce que vous avez Tout de vécu? même. C'est difficile, encore aujourd'hui, en 2024, pour une femme d'être reconnue à sa juste valeur. Une femme canadienne. Une femme canadienne, oui. En 2024. En 2024, oui, parce que je vous parlais tout à l'heure de l'équité, par exemple. L'équité salariale au sein de ma municipalité. OK? Mais ça en est un exemple. Pourquoi est-ce qu'en 2024, il a fallu se battre pour avoir l'équité? C'est inconcevable. Puis c'est la même chose en politique municipale. Moi, je dois dire que ça n'a pas été facile quand même parce que je suis une femme et j'étais maire de Moonbeam. Et puis, dans l'administration, mon administratrice, c'était une femme aussi. Et ça a été quand même très difficile parce que les hommes ont encore de la difficulté aujourd'hui à accepter que 2 femmes peuvent être à la tête d'une municipalité. Ça a été difficile. Mais j'ai réussi quand même. Et puis... On peut dire que vous avez imposé une femme. Pardon? Est-ce que c'était si facile c'est vous qui choisissez l'administratrice générale de la mairie? C'est votre conseil municipal? Mais c'est le conseil. Alors, oui, c'est le conseil. Est-ce qu'on peut dire que vous avez imposé cette non, femme? Je ne l'ai pas imposé du tout. Alors, pas du tout. Ça veut donc dire que les hommes sont également acquis à la cause féminine si c'est le conseil qui l'a choisi. Bon, on avait déjà une femme en place, OK, quand je suis arrivée. Et puis, elle était là en congé. Et on est allé chercher, avec ses recommandations à elle, on est allé chercher une personne qui était déjà au conseil municipal, qui travaillait déjà au conseil municipal en administration, qui pouvait la remplacer. Et c'est elle qui est encore là aujourd'hui. Donc, c'est qu'on n'avait pas d'homme là, à ce moment-là. Là. Mais les membres du conseil municipal, qui sont des hommes, et les employés, pas tous les employés quand même, mais certains employés ont encore de la difficulté aujourd'hui à accepter que ce soit 2 femmes qui soient à la tête d'une municipalité. Donc, il n'y a pas de raison pour ça, là. Parce que moi, je trouve que ça prend les deux. Au sein d'un conseil municipal, au sein d'un gouvernement, ça prend les deux. Pas plus un que l'autre. On a besoin, parce que des hommes, et les hommes ont besoin des femmes parce que notre perspective est différente. Puis, si on est capable de travailler en équipe pour faire valoir ça, ça nous renforce. Donc, c'est ça qu'on doit réaliser aujourd'hui. Avant, on appelait ça on a toujours parlé du Boys Club. Je m'excuse de l'anglicisme. Mais ça se comprend, le club des garçons. Ben, c'est ça. Si on peut traduire littéralement. Oui, le club des garçons, mais souvent on va faire référence au terme anglais, là, mais... Puis c'est vrai qu'encore aujourd'hui, malheureusement, ça existe. Regardez en politique, là, en 2018, j'ai parlé pour l'Ontario. L'AFMO, on a travaillé sur un projet, c'est en 2022, visons la parité, la diversité et l'inclusion en politique municipale. Eh bien, ce n'est pas pour rien qu'on a fait ça. C'est parce qu'on veut attirer plus de femmes, parce qu'on veut obtenir la parité à un moment donné. Et puis, en 2018, on avait 27% de femmes qui siégeaient sur un conseil municipal. OK? Et en 2022, ça l'a augmenté à 32%. C'est quand même une belle augmentation. Il faudrait que ça se passe à chaque fois qu'il y a une élection, que ce soit une élection municipale, provinciale ou fédérale. Donc, on a beaucoup de travail à faire encore de ce côté-là. Parce que les hommes,
et les femmes sont faites pour travailler ensemble. Si on est capable de travailler en équipe puis de partager toutes nos idées, imaginez comment le Canada s'en trouverait mieux, comment les municipalités s'en trouveraient mieux, comment les provinces s'en trouveraient mieux et les territoires. Donc, c'est très important que l'on apprenne à travailler ensemble et à respecter les idées des autres. Mon idée n'est pas meilleure que ton idée. Mais je pense que c'est important de respecter chacune de nos idées et par la suite de décider qu'est-ce qui va être mieux pour la société. Et donc c'est de cette façon-là qu'on doit travailler. Et donc, l'épanouissement de la femme canadienne continue d'être votre combat? Oui, je dois dire que ça continue d'être un combat parce que, comme je viens de vous le dire, on fait juste commencer à avoir l'équité. Puis on est loin de la parité, là. Et oui, c'est ça. Eh bien, j'en profite pour vous inviter à voir ce que fait le REFA, c'est le réseau entrepreneurial des femmes africaines. Eh bien, à l'intérieur de cet organisme, il y a bien des choses qui sont faites pour promouvoir l'épanouissement professionnel des femmes, l'entrepreneuriat féminin. Je vous inviterai d'ailleurs à y voir un peu. Oui. Peut-être il peut y avoir des modèles à copier dans cette sûr. association. Oui. Et Monique, je dis toujours Monique, mais c'est pourtant Nicole Fortier. Nicole Fortier-Levesque, on va peut-être fermer cette interview, non sans parler de cette actualité qui a quand même défrayé la chronique. À Longueuil, au Québec, un jeune garçon de 11 ans a été brûlé à l'eau bouillante par une femme de 46 ans. Vous avez entendu parler de cette affaire. Une marche pacifique a d'ailleurs été organisée par la Fédération africaine des associations du Canada, la FAC, pour revendiquer beaucoup plus de justice. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire, ce type d'acte aujourd'hui? Ben, ce n'est pas acceptable. Vous voulez dire ce que la femme a fait, là? Tout à fait. Ben oui. Mais non, mais ce n'est pas acceptable. Je peux pas comprendre qu'un être humain pourrait agir de la sorte. Il n'y a pas de raison. Peu importe ce qui est arrivé. Il n'y a pas de raison de vouloir faire du mal comme ça à quelqu'un. Pas du tout. On parle de cette situation-là en particulier, mais il n'y a pas que cette situation-là. Hein? À tous les jours, il y a des meurtres au Canada. Quasiment. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens sont cruels comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société, là, qu'il va falloir améliorer. Tu sais, pourquoi est-ce que cette femme-là a posé un geste comme ça? Vis-à-vis d'un enfant de 10 ans? Peu importe. Là, c'est un enfant de 10 ans, là. Hein? Un enfant qui est innocent, qui fait juste commencer sa vie. Puis, d'agir comme ça envers un enfant qui n'est pas capable de se défendre, ben c'est inconcevable. Inconcevable. Puis, il va falloir qu'on trouve des moyens de remédier à des situations comme celle-là pour ne pas que ça se reproduise. Ouais. Eh bien, ce sont des situations peut-être qui sont aussi dues à la transformation de la société canadienne, vous pensez? Est-ce que ça pourrait être l'une des causes collatérales de l'environnement qui change, l'environnement qui mute, les pressions de la vie? Non, c'est pas une excuse. Non, il n'y a pas d'excuse à ça. Peu importe. Peu importe ce qui se passe dans la société, il n'y a pas de raison d'agir de cette façon-là. Eh bien, la marche, justement, qui a eu lieu samedi dernier, avait pour objectif d'attirer l'attention de la communauté nationale, canadienne et internationale sur cette montée de violence et notamment ce type d'action et de condamner fermement. La FAC s'est mobilisée, mais on a vu une communauté noire très forte dans les rues. Est-ce que vous pensez que la communauté noire est de plus en plus fragilisée au Canada? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise perception de penser qu'il s'agit là d'un acte de racisme? Ben,
J'ose espérer que non. Je ne vois pas pourquoi on voudrait s'en prendre justement à la population noire, là. Pas du tout, je ne comprends pas, là. Non, il n'y a pas de raison, peu importe. Je pense que tout le monde a sa place au Canada, en autant qu'on respecte justement les droits de la personne. En autant qu'on respecte ça, je ne vois pas pourquoi que différentes nationalités devraient subir des injustices. Non. Moi, je ne comprends pas ça. Puis, comme je disais, je ne vois pas comment on pourrait s'en prendre à d'autres nationalités. Tu sais, je veux dire, si les gens respectent toutes et tous les lois et puis les droits de la personne, il n'y a pas de raison, là. Il n'y a pas de raison de s'en prendre à qui que ce soit. Non. C'est un crime qu'on devrait mettre sur le compte d'une simple déviance humaine. Bien, merci beaucoup. Merci Nicole Fortier-Lévesque d'être venue à cet entretien. Vous êtes ancienne mairesse de la municipalité de Montbine, candidate à l'investiture pour les élections parlementaires pour votre parti, le nouveau parti démocratique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous êtes la présidente sortante de l'AFMO, l'Association française des municipalités de l'Ontario. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Ça me fait plaisir, merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, c'était Madame Nicole Fortier-Lévesque qui était avec nous. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet entretien. Restez connectés et surtout, abonnez-vous massivement à notre chaîne pour des rencontres à venir, des grandes rencontres avec des personnalités qui comptent dans la société canadienne aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir. Éco Télévision, la tribune des territoires.